Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur Esaïe TV. Vous êtes sur votre émission Le Débat. Le Débat, c'est votre émission d'actualité hebdomadaire sur Esaïe TV. Et pour ce numéro, nous allons parler de la présidentielle de 2016. Et le thème est présidentielle de 2016, entre enjeux et difficultés. Et pour ce premier numéro, nous recevons pour vous deux personnalités de la société civile béninoise. À ma gauche, M. Julien Oussou, coordonnateur de WANEP Bénin, coordonnateur de la plateforme électorale pour les élections. M. Julien Oussou, bonjour. Bonjour. Je reçois également pour vous M. Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption. M. Elias, bonjour. Bonjour. Chers invités, quels sont les grands enjeux de cette élection présidentielle de 2016 au Bénin? M. Julien Oussou. Merci beaucoup. Vous savez, on peut se positionner pour évaluer les enjeux. Disons qu'on est là d'abord face à un contexte qui demande un renouvellement, disons, du poste présidentiel, c'est-à-dire qu'une alternance. Le président en poste actuellement finissant ses deux mandats constitutionnels. Le premier enjeu, c'est d'assurer cette alternance-là. Et donc, ça ouvre suffisamment le jeu pour tous les candidats en lice. Un des enjeux aussi qu'on a eu, c'est la qualité et la quantité, disons, des candidats. Quand on parle de qualité, c'est les trempes et les provenances d'un certain nombre de candidats que nous avons qui font que c'est une élection à risque et à enjeu pour le pays. L'effectif qui fait un autre enjeu pour la Sénat parce qu'il faut traiter avec 33 candidats. Mais il faut dire globalement qu'en matière au plan organisationnel, on a beaucoup d'éléments qui ne font pas tellement corps avec les enjeux que nous avons en termes d'organisation pratique du scrutin qui font que ces enjeux qui sont déjà d'accéder, donc d'assurer l'alternance, continue d'inquiéter du fait qu'il y a quelques difficultés d'organisation pratique sur le terrain. Pour ne pas être, disons, trop long, je me résumerai en disant en termes d'enjeux que nous devons assurer l'alternance, donc un jeu ouvert à tout le monde. Nous avons des candidats qui, par le passé, sont restés fondamentalement dans d'autres schémas, sinon dans leur profession habituelle. Et aujourd'hui, ils sont en lice pour être candidats. Je veux parler des opérateurs économiques, des anciens généraux à la retraite, des choses qui, dans le cumul aujourd'hui, constituent l'enjeu que nous avons et les questions organisationnelles qui agissent sur le scrutin en cette phase actuelle du processus. Monsieur Elias, en tant que président d'une association de lutte contre la corruption, quels sont les grands enjeux pour vous? Le premier enjeu, d'abord, c'est le fait que nous soyons à une étape où tout le monde entier nous regarde et principalement l'Afrique nous regarde. Souvenez-vous, depuis 1990, le Bénin est l'un des rares pays à conserver sa constitution, à tout faire pour que les élections aient lieu chaque fois, même s'il y a du retard. Et compte tenu de la situation dans la sous-région, les yeux sont braqués sur le Bénin et nous n'avons pas le droit de faillir. Premier enjeu, faire et bien faire. Deuxième enjeu, faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de trouble post-électoral, qu'il n'y ait pas de contestation. C'est un enjeu majeur et qu'il faut gérer. Et là-dessus, tous les Béninois et toutes les Béninoises doivent faire en sorte, quelle que soit leur position, pour que cet enjeu majeur soit respecté. Troisième enjeu, c'est l'effectif. Nous avons 33 candidats retenus par la Cour constitutionnelle pour compétir pour un seul fauteuil. Ensuite, vous avez vu tout ce qui se passe aujourd'hui pour le respect ou non du code électoral. Ça constitue un enjeu également parce que si nous ne faisons pas attention, il risque d'avoir dérapage et il est à souhaiter, compte tenu de ce que nous faisons, que nous puissions alerter l'opinion publique nationale et internationale pour faire en sorte que nous puissions sauver l'essentiel afin que la paix, la tranquillité et le bon exemple que le Bénin donne dans la sous-région puisse être conservé. Nous devons sauver l'essentiel, nous devons tout faire pour que tout aille pour le mieux au Bénin. Mais on a remarqué beaucoup de difficultés dans l'organisation de cette élection. Chers invités, est-ce que vous pensez que ces difficultés ne sont pas de nature à entacher cette bonne organisation que nous sommes en train de souhaiter? Alors, effectivement, et c'est ça qui fait que les enjeux
les atteindre dans cette série de difficultés fait la crainte et les inquiétudes des organisations de la société civile. Effectivement, il y a des difficultés d'organisation, déjà liées à la carte électorale, par exemple. On a énormément de difficultés de ce côté-là, et aussi à l'étape actuelle, quand vous observez, nous sommes à environ 10 jours de l'élection, nous sommes à quelques 9 jours de la fin de la campagne électorale environ, mais nous n'avons pas les cartes électorales. Et ce n'est pas ça qui inquiète, mais nous ne savons même pas si tout le monde aura, disons, sa carte électorale. Et dans un dispositif où la possibilité, après une décision de la Cour constitutionnelle, d'utiliser, dès qu'on n'aura pas l'ancienne carte, la nouvelle carte, d'utiliser l'ancienne carte. Et quand vous regardez même, pour ceux qui obtiennent aujourd'hui les cartes, il y a énormément de malfaçons sur les cartes, des éléments qui devraient normalement empêcher des citoyens de pouvoir voter, même s'ils détiennent cette carte. C'est-à-dire que quand vous avez une carte électorale, où c'est dit qu'on doit avoir la photo, et que la photo qui est dessus n'est pas la vôtre, ou qu'il n'y a pas de photo dessus, c'est des éléments qui peuvent empêcher d'atteindre, disons, l'isoloir le jour du scrutin. Et il faut aussi reconnaître que les difficultés sont si monstres de ce côté de la liste électorale que personne ne voit les autres difficultés qui pourraient venir de la Sénat. Parce que la Sénat, dans le même temps, travaille aussi à mettre en place, disons, la structure de gestion du scrutin. Nous savons qu'il y a toute une série d'activités préparatoires à mener de ce côté-là. Et donc, on est empêtré dans des difficultés, on ne sait même pas qu'est-ce qui nous attend demain en termes d'autres difficultés éventuelles à venir. Oui, mais M. Julien Oussou, la plateforme était ce lundi au siège du Conseil national de traitement, au Centre national de traitement. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que vous avez été rassuré? Alors, pour résumer, en sortant du CNT, on peut dire qu'on a 3 groupes d'informations globalement. Premièrement, que le CNT n'a pas été capable de nous dire à la date d'aujourd'hui, après son premier point de presse, qui a communiqué 35% de réalisation des cartes électorales, le CNT n'a pas été capable de nous dire, ou ne nous a pas dit, ou a promis nous dire après, on n'a pas eu l'information le jour, à quel taux de réalisation des cartes électorales on était. Donc on ne peut pas savoir qu'on a atteint 35, 36, 37 ou 40%. Deuxième groupe d'informations qu'on devrait, avec laquelle nous sommes sortis de là, c'est l'information selon que le chronogramme n'est pas disponible. Vous savez, nous avons exigé un chronogramme de confection des cartes, de distribution des cartes, pour pouvoir accompagner le processus en termes de sensibilisation, d'information des citoyens. Le chronogramme n'est pas disponible. En fait, ça dit quoi? Nous ne savons pas à la date d'aujourd'hui quand est-ce qu'on va finir la production des cartes de département du Mono, par exemple, du Koufo, ainsi de suite. Et quand on va démarrer la distribution dans ces zones, nous ne savons pas. Et sans le savoir, c'est difficile d'accompagner. Troisième groupe d'information, c'est que on peut regrouper les départements du pays en 3 groupes. Il y a le groupe de départements, 5 au total, où la distribution a commencé dans certaines communes de certains départements, mais dans toutes les communes d'autres départements, c'est la Liborie, le Borgou, la Liborie, Borgou et je pense Atlantique littoral, d'accord. Et on a commencé les collines qui sont acheminées. Il y a un deuxième groupe, l'Ouémé, dont on a commencé la réalisation des cartes tout récemment, timidement hier. Et puis il y a un dernier groupe de 6 autres départements où on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va commencer la production des cartes à ces niveaux-là. C'est la Takora, la Danga, c'est le Mono, le Koufo, c'est le plateau et c'est le Zou, vous voyez, globalement. Monsieur Jean-Baptiste Elias, quand on écoute Monsieur Julien Oussou et qu'on sait que vous aussi vous êtes intéressé à la question de l'impression des cartes d'électeurs aujourd'hui, qui sont ces Béninois qui ont déjà à peu près reçu leur carte d'électeur et qui pourront voter le 6 mars prochain? Malheureusement, ceux qui ont reçu ne sont pas nombreux. Les cartes d'électeurs pour les 44 180 électeurs béninois qui sont à l'extérieur, leurs cartes ont été imprimées, c'est envoyé dans les représentations diplomatiques à l'extérieur. On a procédé à leur distribution pour certains, d'autres n'ont pas reçu, peut-être qu'ils recevront après. Pour l'instant, voilà ce qui est sûr. 44 180 électeurs béninois qui sont à l'extérieur dans les postes diplomatiques, leurs cartes ont été imprimées et envoyées pour distribution. Nous avons au FONAC rencontré le COS Lépi le 25 janvier 2016.
Les informations que nous avons reçues après 2 heures d'entretien avec le président du COS-LEPI nous avaient rassurés. On devrait pouvoir finir d'imprimer toutes les cartes sur toute l'étendue du territoire national, c'est-à-dire les 4 700 000 et quelques cartes, au plus tard le 30 janvier. C'est ce qu'il a promis, devant la caméra et micro. Et on devait commencer les distributions le 5 février pour que le dernier électeur du Bénin puisse avoir sa carte d'électeur le 20 février. Nous sommes aujourd'hui le 25 février. Il reste encore 6 départements où aucune carte n'est encore produite, à savoir Latakora, Donga, Mono, Koufo, Zou, et puis Plateau. Et enfin, on vient de commencer timidement l'OME par Sénopodji. Cela veut dire, à moins de 10 jours près des élections, il y a encore au moins 6 départements, dont le Zou également, qui n'ont pas du tout une seule nouvelle carte. Est-ce qu'on pourra le faire? Monsieur Jean-Baptiste Elias, avec la décision récente de la Cour constitutionnelle, vous pensez qu'il y a encore des inquiétudes à avoir? Absolument. Vous imaginez ce que ça peut faire de mettre 2 cartes d'électeurs en circulation en même temps? On ne peut pas savoir, parce que normalement, on doit savoir combien d'électeurs sont attendus. Avec la nouvelle carte, c'est 4 700 et quelques électeurs qui sont attendus. Mais si on dit l'autre carte sera en jeu, combien vont sortir l'ancienne carte? Combien vont sortir la nouvelle carte? Le corps électoral sera composé de combien de personnes? C'est difficile de le dire. Y a-t-il des risques de voir certains Béninois ne pas voter? Malheureusement, oui. Et hélas. D'ailleurs, avec l'ancienne carte, il y a eu des Béninois qui n'ont pas pu voter parce que les cartes n'ont pas été distribuées. Et depuis qu'on a fait cette distribution en 2015, on n'a pas eu la présence d'esprit de prendre le temps mort pour retrouver les autres qui n'avaient pas pris leur carte à temps, puis d'autres également qui avaient leur carte depuis 2015, les ont jetées ou les ont mis de côté parce qu'on leur a dit que ces cartes ne sont plus valables alors qu'elles étaient valables au départ pour 10 ans. Donc il y a des problèmes sérieux. Et là-dessus, vraiment, nous, au FONAC, nous disons, il faudrait situer les responsabilités à un moment donné. Qui a fait quoi, quand et comment, et pourquoi pas, chaque fois qu'il y a des fautes, c'est qu'il y a des responsables. Et s'il y a des responsables, il faut les punir. Pour que ça puisse donner l'exemple. Qui a donné l'argent? À quel moment devait-on donner l'argent? Pourquoi on n'a pas donné l'argent à temps? Qui devrait faire quoi? Pourquoi il ne l'a pas fait? Et voilà que nous nous trouvons face à cette situation aujourd'hui où, pour le 6 mars, si les élections devaient avoir lieu le 6 mars, il n'est pas évident du tout. Je suis presque sûr que les électeurs béninois n'auront pas leur carte. Et quelle raison on va donner pour que ceux-là ne puissent pas avoir leur carte et qu'ils ne puissent pas voter? Ils sont des Béninois à part entière comme tout le monde. Et ils sont des électeurs potentiels. Il n'y a pas de raison que certains aient la carte et que d'autres n'en aient pas. Monsieur Julien Oussou, est-il possible aujourd'hui d'envisager un nouveau report de l'élection présidentielle? Alors, vous voyez, c'est vrai que par expérience, nous avons déjà eu à voter. Et effectivement, en 2011, nous avons voté un 13 mars. Mais il faut reconnaître qu'en 2011, quand nous votions un 13 mars, il y avait que nous étions déjà en porte-à-faux avec les dispositions des textes de la République. Le code électoral est clair et la Constitution béninoise est claire. L'élection présidentielle doit se tenir au plus tard 1 mois avant la fin du mandat de celui qui est là. 1 mois avant le 6 avril, ça fait le 6 mars. On a le dos au mur. On a un mur constitutionnel qui est là, qui nous impose d'organiser les élections. Et c'est d'ailleurs pour ça que la décision de la Cour constitutionnelle est si claire. Elle dit clairement que si éventuellement, en fait, je vais dire, si le 6 mars, au 6 mars, tous les citoyens béninois n'avaient pas la nouvelle carte, il faut faire recours à l'ancienne carte parce qu'elle veut respecter ce mur constitutionnel. Donc un nouveau report, non seulement ce sera une violation de ces dispositions qui sont ancrées aussi dans la Constitution et dans des textes de la République, mais aussi nous créer des difficultés entre les deux tours. Parce que la loi, la Constitution est très claire. Entre le premier tour et le second tour, c'est 15 jours. Oui, Monsieur Julien Oussou, entre violer la Constitution, puisqu'on a l'habitude de violer cette Constitution-là, et violer le droit d'un citoyen à voter, alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Ça voudrait dire que vous avez l'assurance qu'un report d'1 semaine permettrait de régler
le problème des cartes que nous avons. Visiblement, il n'y a pas une communication qui permette au peuple de savoir, qui nous permet de savoir que si on reporte de 2 jours, ça suffirait pour régler les problèmes que nous avons autour de la carte électorale. Et n'oubliez pas, une élection, dans les thèses, ce à quoi on peut s'attendre, c'est 2 tours. Est-ce que le fait de repousser maintenant et qu'on retombe sur un 13, quand vous faites les calculs, vous allez vous rendre compte que nous allons rentrer dans une précipitation extraordinaire pour gérer le second tour, s'il devait y avoir second tour, et installer un président le 6 avril. Parce que le second tour devrait alors avoir lieu 13 plus 14, ça fait 27. On est globalement à 9 jours, disons, de l'installation du nouveau président, où il faut donner la tendance, donner les résultats, vider les recours et installer un président. Ça pourrait être aussi compliqué. Ce sera comme de repousser un problème qui finirait peut-être par nous rattraper aussi. Oui. On doit respecter les tests de la République, on doit tout faire pour qu'il y ait une bonne organisation des élections. Voilà que nous sommes dos au mur face à des institutions qui ne communiquent pas du tout, mais qui tout le temps vous rassurent de ce que tout se passe bien. Avec le Centre national de traitement, puisque M. Elias et M. Oussou, vous avez rendu visite au coordonnateur du Centre national de traitement. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver véritablement, M. Elias? Il est à souhaiter qu'on y arrive. Malheureusement, je crains qu'on ne puisse pas arriver compte tenu de ce que nous avons vu et de l'expérience que nous avons eue en rencontrant une délégation du FONAC composée de 6 membres, a rencontré le coordonnateur du CNT le lundi dernier pour faire une séance de travail avec lui et ses collaborateurs. Ce qu'il est à souhaiter, c'est que face à la situation, que les 33 candidats se retrouvent ensemble avec la Sénat, ensemble avec CNT, ensemble avec la Cour constitutionnelle pour s'entendre. Parce que le consensus à valeur constitutionnelle, on l'a toujours dit, le consensus, dans ce cas-là, permettra de régler le problème. Si les 33 candidats ou leurs représentants, plus la Sénat, plus le CNT, plus la Cour constitutionnelle se mettent ensemble pour faire une séance, examiner les difficultés qu'il y a à produire les cartes, voir les avantages et les inconvénients d'utiliser les 2 cartes, voir la possibilité pour que le CNT puisse vraiment prendre le temps pour mettre les nouvelles cartes en place. Si on s'entend dessus et que toute cette équipe se met ensemble pour dire ok, nous sommes prêts pour aller dans tel sens, le consensus ayant valeur constitutionnelle, eh bien on pourra y aller. Et c'est ce que moi je proposerais face à la situation. Parce que tel que nous sommes aujourd'hui, un seul camp ne peut pas prendre une décision. Il faut que tous les camps, c'est-à-dire les candidats, le CNT, la Sénat, plus la Cour constitutionnelle se mettent ensemble pour évaluer la situation, voir les difficultés rencontrées par le CNT pour la production des cartes, et que les candidats également se prononcent pour trouver un consensus qui permettra de dire nous allons dans tel sens pour sauver la patrie. Voilà ce qu'il fallait faire à mon avis. Oui, sauver la patrie, comme vous le dites, mais il y a encore des citoyens béninois qui sont distributeurs de cartes d'électeurs, qui ont des difficultés, qui exigent un contrat. Donc c'est réglé ça là, c'est réglé. Le CNT a réglé ce problème, en tout cas, le CNT nous a rassuré que les contrats ont été envoyés. Vous croyez en ces assurances-là? Non, ils nous ont montré que les contrats ont été envoyés sur le terrain. Et je voudrais rappeler sur le plateau ici que le FONAC a mis en place des éléments pour le suivi de la distribution des cartes sur le terrain. Le FONAC était présent dans la Liborie pour suivre la distribution, dans le Borgo pour suivre, dans le littoral pour suivre, dans l'Atlantique en train de suivre actuellement. Et nous serons également présents dans les 12 départements chaque fois que les cartes seront prêtes pour qu'on puisse les distribuer, pour suivre la distribution et voir les problèmes qui se posent. Tout à l'heure, vous avez soulevé, mon collègue a soulevé la question des cartes qui ont des imperfections. Nous avons vu des cas sur lesquels les gens sont nés à une date où aucun de nous ne peut être en vie. Quand on dit que quelqu'un est né en 1089, ça fait plus de 1000 ans, je ne sais pas possible. Donc il y a eu des erreurs de ce genre. Nous avons vu des gens, par exemple, dans la Liborie, où il y a beaucoup de gens qui sont décédés et dont les cartes sont imprimées. Et nous avons la liste avec nous. Nous avons vu des gens qui ont 2, 3, 4 cartes. Nous avons la liste avec nous. Toutes ces erreurs-là auraient pu être évitées éventuellement si on avait pris le temps d'imprimer les cartes à temps, si on les avait contrôlées, si on les avait triées et qu'on avait fait un bon paquetage pour que ça puisse se faire. Je connais par exemple quelqu'un qui est dans l'Atlantique. Il est à Bomekalavi
et puis il n'a pas retrouvé sa carte, on a fait les fouilles, sa carte se retrouve à ses cours, par exemple, alors qu'il est à Boumekalavi. Vous voyez, donc des choses comme ça auraient pu être évitées si on avait imprimé les cartes à temps, si on avait pris le temps de pouvoir faire les contrôles nécessaires avant de le mettre sur la place. Maintenant, bon, c'est fait. Il est à souhaiter que tous ces groupes-là se retrouvent, se mettent ensemble, trouvent un consensus et que ça puisse aller de l'avant. Monsieur Julien Oussou, en tant que coordonnateur de la plateforme électorale des organisations de la société civile aujourd'hui, avec tous ces dysfonctionnements, qu'est-ce que vous comptez véritablement faire pour que le vote du CIMA soit sécurisé? Alors, merci beaucoup. Mais avant de répondre à la question, je voudrais profiter pour envoyer aussi un message aux agents distributeurs. Vous voyez, il y en a qui continuent de résister parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'en administration, ce n'est pas votre supérieur qui signe le contrat avant de vous envoyer. Et que quand on leur propose un contrat, c'est à eux de signer et de retourner pour qu'on puisse leur permettre maintenant aux responsables de signer, de leur retourner la version où il y a les deux signatures. Ils s'offusquent du fait qu'on leur a envoyé un courrier, un contrat non signé déjà du coordonnateur du CNT et que cela voudrait simplement dire que c'est quelqu'un qui est resté quelque part et a envoyé un document qui n'engage pas le CNT. Nous leur disons que pour ce que nous avons appris, le FONA vient de le confirmer, c'est la vérité. Ce document qu'on leur a envoyé, le document qui est venu du CNT, il leur revient de le signer, d'en faire copie, de retourner la version signée et qu'une fois signée par le CNT, ça leur sera retourné comme la version originelle pour servir. Alors sur la question des actions que vont mener les acteurs de la société civile, comme nous savons, comme vous le savez, c'est habituellement les mêmes actions, sensibilisation, mobilisation, vulgarisation des règles électorales. Les contextes sont différents que cette fois-ci, nous allons en partenariat avec les organisations de la société civile, dans la plateforme et les associations partenaires, dans la logique d'être dans le maximum possible de poses de vote le jour du scrutin, pour ne pas dire dans tous les poses de vote le jour du scrutin. Absolument. Et donc, on s'est réparti le territoire, on s'attribue des fonctions spécifiques. Et cette fois-ci, il y aura aussi l'idée de salle de situation électorale où nous invitons les populations, les citoyens à se connecter, à passer et à voir. Qu'est-ce que nous appelons salle de situation électorale? C'est que instantanément, quand les gens sont sur le terrain et rencontrent des difficultés et veulent alerter sur des réactions, des relations du terrain ou des instances sur le terrain, ils informent par un dispositif que nous avons installé, que nous aurons à installer le jour du scrutin à Bénin Marina Hotel, pour que de là, nous soyons en collaboration avec la Sénat pour partager les alertes et espérer que les coordinations d'arrondissement travaillent à corriger les difficultés sur le terrain, que la Sénat travaille à corriger les difficultés sur le terrain. Et tout ça, c'est à travers la salle de situation électorale qui va fonctionner autour de 3 chambres. Une chambre technique, une chambre d'analyse pour nous aider à avoir des points de presse le jour du scrutin, un point de presse à 11h, un point de presse à 16h et le lendemain, la déclaration préliminaire. Et une dernière chambre qui est la chambre de réponse pour permettre d'assurer des suggestions de réponse à la Sénat, aux acteurs de la société civile, aux responsables de la société civile, aux médias, pour essayer d'accompagner le processus jusqu'à son terme. Oui, avec le délestage en cours au Bénin et les problèmes avec les réseaux téléphoniques, vous pensez que vous avez pris des dispositions dans ce sens également? C'est des éléments de défi que nous sommes obligés d'affronter. Nous sommes dans un lieu, l'hôtel Bénin Marina Hotel, où nous avons pris les précautions pour qu'un groupe électrogène nous permette de fonctionner quoi qu'il arrive. Et ça, c'est déjà réglé. Sur la question de l'Internet, nous avons un contrat direct avec des opérateurs pour faire une connexion spécifique. Et ça, on l'a doublé, on a redondé à peu près les solutions que nous avons. Il y a 3 possibilités de connexion Internet, mais tout est encore possible, comme vous le savez, mais nous continuons de travailler sur ces questions-là. Les lignes que nous aurons à utiliser, des attaches ont été prises pour que ces lignes-là soient sécurisées. Et il y a des lignes de rechange sur lesquelles on devrait se rabattre éventuellement. Mais comme vous savez, on est aussi dans un pays de défis, comme vous voyez, l'électricité, l'Internet, la téléphonie et tout ça, alors que c'est tous ces éléments qu'on utilise aujourd'hui pour être fiables et rapides en matière d'organisation électorale. Ça voudrait dire que nous avons du chemin à faire. Nous travaillons, nous, à redonder les solutions, histoire de ne pas être calés sur une seule solution. Monsieur Jean-Baptiste Elias, nous sommes en pleine campagne électorale. Est-ce que vous avez noté des violations du code électoral très brièvement? Oh là là, il y en a eu beaucoup malheureusement. Et on va pas revenir sur tout. Les articles 61, 62, 63 et 64 ont été allègrement violés depuis longtemps. L'utilisation des biens de l'État pour faire campagne pour X, pour Y. Ceux qui ne sont pas qualifiés pour aller parler de candidats sur le terrain, les ministres le font allègrement alors que le code l'interdit. Les ambassadeurs le font allègrement parce que le code l'interdit. Les préfets le font allègrement alors que le code l'interdit. Vraiment,
tout ceci est très, 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 très mal vu et mal senti au niveau de la société civile. Que vous l'avez déjà dénoncé. Nous l'avons dit à plusieurs reprises sur beaucoup de chaînes de télévision, de radio. Malheureusement, ça continue. Bon, c'est vrai qu'on sent un peu d'accalmie quelquefois, mais il y en a qui ont pris le contre-pied. Ils ont pris maintenant les véhicules des projets, qui sont donc des véhicules avec des plaques comme si c'était des véhicules privés. Et puis, bon, ben, il y a d'autres qui ont même changé des plaques sur des véhicules pour pouvoir continuer de les utiliser et à des fins de propagande alors que c'est des véhicules de l'État. Toutes choses qui constituent la tricherie. La tricherie. Autre chose que nous pouvons également déplorer, c'est l'attribution des biens et autres qui se donnent allègrement au vu au-dessus de tout le monde. Ce que je dis, c'est dans tous les camps, hein. Ce n'est pas dans un seul camp, malheureusement. C'est dans tous les camps. Le camp du pouvoir comme le camp du non-pouvoir. Tous ceux qui sont en dehors du pouvoir le font. Ceux qui sont au pouvoir également le font. C'est dommage. Personne ne respecte quoi que ce soit aujourd'hui, alors que la loi le prévoit. Hein. L'article 144 a prévu des sanctions, n'est-ce pas, pour ceux qui s'adonnent à ces pratiques-là. Et tout citoyen, quel qu'il soit, vous et moi, nous pouvons, quand nous constatons des dérives de ce genre, signaler, n'est-ce pas, au procureur qui est tenu d'ouvrir une enquête selon la procédure de flagrant délit pour que ça puisse se faire. Et je veux rappeler à ceux qui le font actuellement que même s'ils sont au pouvoir et qui croient qu'ils sont protégés, la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption a prévu également des cas de ce genre et la prescription pour les montants inférieurs à 10 millions de 20 ans. Si ça dépasse 10 millions, eh bien, c'est jusqu'à la veille de votre mort qu'on peut vous poursuivre. Donc, ne soyez pas surpris que même après les élections, on puisse intenter des procès contre des gens qui se sont mal comportés avant ou pendant, n'est-ce pas, les élections. Ils vont dire, mais c'est la chasse aux sorcières. Non, ce n'est pas la chasse aux sorcières. C'est ce que vous faites aujourd'hui qui va vous rattraper demain. La loi l'a prévu. Il ne faut pas qu'au moment opportun, quand on va commencer par épingler des gens et les amener pour qu'ils viennent se justifier devant la justice, qui commence par parler de chasse aux sorcières, il ne sera pas question de chasse aux sorcières, ce ne serait que l'application de la loi. Monsieur Julien Oussou, on a constaté hier qu'il y a un bus qui transportait des bulletins de vote. Est-ce que la société civile a eu à faire des enquêtes à ce propos? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, disons que nous continuons de collecter des informations sur, disons, l'incident. De toutes les façons, il y a eu, comme vous dites, un bus. Il y a eu un contenu. Il y a eu que le bus a été arrêté. Il y a eu après que le bus a été escorté depuis là où on l'a arrêté jusqu'à Cotonou. On avait même des formateurs qui étaient en déplacement hier pour aller dans des zones et former nos observateurs qui ont rencontré le bus, qui ont envoyé des images. Aujourd'hui, la seule information que nous n'avons pas encore confirmée, malgré tout ce qui se dit, c'est d'avoir des images précises du contenu effectif de ce bus-là. De toutes les façons, il y a quelque chose qui était dans les bus et qui a trait aux élections. Je n'ai pas d'autres éléments. Matriculé 11 JM 1635 BF, donc Burkina Faso. C'est un véhicule de marque Mercedes, n'est-ce pas? Qui, comme par hasard, est un véhicule de transport en commun, donc un taxi en fait, qui transportait ces éléments sensibles, comme si de rien n'était, banalité, il y avait des gens là-dedans, etc., etc. Bref, ce véhicule avait été d'abord intercepté une première fois à Porga, donc en rentrant au Bénin, et puis des coups de fil ont été donnés à droite, à gauche, et puis on a laissé le véhicule. Arrivé donc à Djougou, on a encore repris le véhicule, cette fois-ci conduit au commissariat. Et puis, bon, on a essayé d'alerter le procureur de la République qui s'est mis là-dedans. La Sénat a envoyé des informations, a envoyé des éléments. Bref, nous avons alerté, bien sûr, une chaîne de télévision qui est partie filmer l'opération. Le véhicule est filmé, qui a pris donc des interviews au niveau d'un certain nombre de personnes au niveau de la situation à Djougou. Tout ceci est gardé pour l'instant parce qu'on n'a pas permis qu'on puisse prendre les images du contenu du véhicule. Aujourd'hui, on nous a dit que c'est les PV vierges qui sont dans le véhicule. Les bruits couraient qu'il y avait, des bulletins qui étaient là-dedans. Mais comme on n'a pas accepté qu'on ait filmé le contenu du véhicule, il est difficile de dire aujourd'hui quel est le vrai contenu. Bon, l'escorte a accompagné le véhicule depuis Djougou jusqu'à Cotonou. Mais entre Djougou et Cotonou, ça fait plus de 500 km.
Qu'est-ce qui s'est passé en route? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu déviance? Est-ce qu'il y a eu changement? Voilà des questions que nous nous posons aujourd'hui, nous n'avons pas la réponse. Mais ça permet aux téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, aux Béninoises et aux Béninois, de savoir qu'il y a un problème. Le fait d'aller commander ces produits sensibles à l'extérieur, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Parce que quand vous commandez 20, ce qui est à l'extérieur peut faire 40, peut faire 60. Les 30 ou 40 qui restent, vous ne savez pas ce qu'il va en faire. Celui qui est dans la fraude, donc dans la corruption électorale, comme nous le disons, peut bel et bien passer par derrière. Vous qui avez commandé 30, il dit, mais faites-moi 60 plutôt. Et puis lui, il paye là-bas, il prend les 30 autres, et bonjour les dégâts, pour les bourrages d'urnes. Pour autre chose, donc, il faut que nous soyons vigilants le jour du vote. Et c'est pour ça que les organisations de la société civile pensent que tout le peuple béninois doit les aider à être réellement présentes, organisations de la société civile, dans tous les postes de vote sur toute l'étendue du territoire national. Nous, au FONAC, nous avons souhaité, en écrivant à la Cour constitutionnelle, de tout faire pour avoir des représentants de tous les postes de vote. Ainsi, quand nous serons là et que nous allons voir, il y aura moins de tripatouillage, il y aura moins de corruption, il y aura moins de changement des résultats, le Bénin, pays de paix, continuera d'être pays de paix. Mais faisons cet effort pour encourager les organisations de la société civile, pour les appuyer, afin qu'elles soient présentes dans tous les postes de vote, pour que demain, nous n'ayons pas à regretter cette absence-là. Monsieur Julien Oussou, vous allez répondre à cette question et conclure en même temps ce débat. La question des coordonnateurs d'arrondissement à choisir parmi les magistrats, avocats et autres fait également polémique pour cette présidentielle. Est-ce que vous avez eu des échos et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, nous avons eu des échos et la loi est très claire. Et on se demande pourquoi, de temps en temps, on arrive à des situations comme ça sans que l'instance qui rend la décision ne soit pas capable de nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une décision comme ça sorte et qui, visiblement, quand on la regarde, ne répond pas aux dispositions de la loi. La loi est claire. La loi dit que, fondamentalement, d'abord, première position, c'est les magistrats. Ça voudrait dire que tant qu'un magistrat postule et que nous n'avons pas des éléments fiables pour décaler ou ne pas prendre sa candidature, il est d'abord prioritaire et c'est après qu'on prend d'autres catégories. On a appris et nous avons eu des documents que plein de magistrats ont postulé, mais sur la liste finale, 220 sur la liste finale ne sont pas retenus par la Sénat. Une décision comme ça, en diffusant la liste des coordonnateurs d'arrondissement, nécessite une explication, que nous soyons informés de qu'est-ce qui s'est passé. Mais sans cette explication, cette information de la population, cette décision est une décision contraire aux dispositions du Code électoral. Et de ce point de vue, ça jette déjà du discrédit sur le travail qu'aura à faire ces coordonnateurs, parce que la loi, en prévoyant des magistrats, c'est pour un objectif donné, et en faisant autre, en introduisant d'autres qui ne sont pas nécessairement sous ces contraintes, les contraintes sur lesquelles sont les magistrats, c'est qu'on crée de la polémique sur le processus, alors qu'on est déjà empêtré dans tellement de difficultés. Au finish, ça pourrait être difficile pour nous. Et donc, pour conclure, disons que nous avons un processus à enjeu, un processus qui a vraiment démarré avec difficulté, mais nous espérons avoir un processus qui assure la sécurité commune, notre sécurité commune, avant et après le 6 mars. Et donc, il y a lieu que chaque citoyen y contribue. Chaque citoyen y contribue, mais en faisant appel à des options non violentes pour y arriver, en faisant recours au code et aux instruments que les lois de la République nous offrent pour faire évoluer le processus et aussi nous apprêter à faire le débat après élection afin vraiment d'améliorer notre processus électoral une fois de bon. Monsieur Jean-Baptiste Elias, un petit mot de conclusion. L'article 28 du Code électoral est clair en matière de coordinateur d'arrondissement. Et pour ne pas aller très loin, la modeste personne Elias Jean-Baptiste, président du FONAC, a saisi la Cour constitutionnelle pour un recours afin d'annuler la décision 025 du 22 février 2016 que la Sénat a eu à prendre en nommant des coordonnateurs d'arrondissement. Alors que si la transparence que nous souhaitons devrait avoir lieu, devant chaque nom mettra au moins le titre, ce que chacun fait, avant de le mettre dans tel arrondissement, pour qu'on voit clairement si la loi a été respectée. On dit monsieur Tant, il est magistrat, monsieur Tant, il est avocat, monsieur Tant, il est ceci, madame Tant, elle est ceci. On devrait mettre ça. On n'a pas mis du tout, on a mis seulement des noms. Mieux, des
personnalités, magistrats et autres là qu'on devrait mettre à des postes donnés, on les a déplacés pour les mettre très loin en dehors de leur juridiction, ce qui complique encore la situation. Que retenir? Alors, que retenir, c'est qu'il faudrait que chacun joue son rôle. Chacun joue sa partition, que les organisations de la société civile veillent au gré, comme nous le faisons déjà, que la population puisse nous accompagner, qu'elle soit également vigilante, cette population-là, pour nous donner l'information en temps réel. Parce que ce qui s'est passé à Djougou hier, ce sont les populations qui ont téléphoné au FONAC, parce que notre numéro circule partout, pour nous dire qu'il se passe telle chose à tel endroit, et nous avons alerté tout ce qu'on doit alerter. Donc, s'il y a des choses qui se passent dans n'importe quel coin du pays, concernant les élections, que les populations nous appellent pour nous dire qu'il se passe telle chose, c'est leur contribution pour que la transparence des élections puisse se faire, que nous puissions avoir la paix dans le pays et que nous continuions toujours d'être un exemple à la sous-région. Chers invités, je vous remercie. C'est la fin de votre émission Le Débat. À dimanche prochain.